salut les Marc, salut les Smart, salut le peuple de Catch-Up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team Catch-Up vont passer au crible tous les shows WWE, voilà, premier botch de la soirée, ce ne sera pas le dernier. Et donc, en cette review fantastique, historique, nous allons faire un super catch-up avec une double review. Et qui dit double review dit double podcaster, puisque je suis Papy et je ne suis pas seul, puisque je suis accompagné par Letty. Bonjour Letty. Salut tout le monde. Est-ce que tu as suffisamment d'énergie pour faire une double review? Eh ben écoute, oui, je pense que ça va le faire. Et toi? Oh, alors moi, je vais te laisser parler. Pourquoi? Parce qu'on a démarré cette review par Monday Night Raw du 25 novembre, qui était en Arizona, à Glensdale. Et Monday Night Raw, on connaît la coutume, je ne la regarde pas et je te laisse parler. Et donc du coup, à propos de parler, tu ne seras pas seul à parler puisque on a un show qui commence avec un champion du monde qui s'appelle Gunther, qui va arriver pour une interview dans le ring, puis qui va un peu, où on va un peu interroger son degré de confiance puisque on a comme un Gunther qui est moins en moins confiant ces dernières semaines. Là, on sent qu'il y a un petit caillou dans la chaussure avec Damien Priest. Et là, une nouvelle fois, c'est Priest qui débarque assez rapidement dans le ring et qui empêche Gunther de faire son interview. Les deux vont se chauffer un peu et au final, Gunther va attaquer Priest parce qu'il en a marre, je pense, tout simplement de l'entendre. Mais n'empêche qu'une nouvelle fois, c'est Priest qui va prendre le dessus et lui faire un Razor Edge à travers la table des commentateurs. Et donc, on a de nouveau un Priest dominant dans la partie physique et un Gunther qui est en plein doute, Letty. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oui, un Gunther qui est un petit peu à côté de la plaque. On a un peu l'impression que Priest est bien rentré dans sa tête, qu'il a bien réussi à le décourager un petit peu. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il passe assez rapidement au côté physique en l'attaquant, puisque au niveau même du micro, Priest avait le dominé quand même pas mal. Priest qui arrive à prendre le dessus, comme tu le dis, une fois de plus. Gunther qui termine donc ce Go Home Show un petit peu écrabouillé sur la table. Donc pourquoi pas, comment dire, ça va lui donner peut-être un petit peu d'énergie pour la suite, ou peut-être que Priest a réussi son pari et est là complètement écrabouillé, aussi bien physiquement que psychologiquement. Donc à voir, ça rajoute un petit peu de hype pour le match. Mais bon, après, il n'y avait rien non plus d'exceptionnel par rapport aux promos des dernières semaines. C'était intéressant, mais c'était pas révolutionnaire non plus. On va dire que ça fait office pour le Go Home Show, en étant poli. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait le job. Ça fait le job. Eh bien, très bien. D'autres personnes qui doivent faire le job, c'est la team féminine face, on va les appeler comme ça, vu que de toute façon, elles n'ont pas de personnalité, hormis d'être gentilles. Qui a priori se disputent en coulisses et qui à propos de savoir qui sera la 5e de Wargame puisqu'elles ont perdu Jet Carglass et a priori il y a plusieurs propositions puisque si je lis bien, Io Sky propose comment ça s'appelle, Kairi Sane, tandis que Naomi propose Bayley. Donc voilà, donc on est en plein damage control, ce qui plaît pas trop à Bianca Belair. Toi, Letty, si tu avais dû désigner une 5e, tu aurais désigné qui? Une gentille, je présume, hein, vu qu'on est dans la team des gentilles. Une gentille, oui, forcément. Après, Bayley, c'est ce qui semble le plus logique, puisque elle est venue quand même les aider plusieurs fois, donc ça semble évident. Elles n'ont pas l'air d'être toutes d'accord, mais ça semble logique. Ça semble logique. Alors, on se rappelle que le choix logique pour la team garçon, c'était un certain Seth Rollins, et au final, c'est s'est retrouvé en CM Punk. Est-ce qu'on aura le droit à une surprise aussi chez les filles? Réponse un peu plus tard. Et oui, voilà, je vous le dis, il y aura une réponse un peu plus tard. Allez, on va faire un peu de catch entre les cordes, puisqu'on a un Tornado Tag Team Match qui va opposer la team masquée, puisque c'est Rey Mysterio et Dragon Lee, qui vont s'affronter avec les frères Creed pour un match qui va durer 10 minutes 45.
Et à l'issue de laquelle, alors oui, j'ai pas dit les noms, mais c'est LW versus American Made. Je retiens pas les noms des équipes. Et à l'issue duquel, finalement, on va avoir alors je pense pour moi une surprise en tout cas, puisque c'est la victoire de American Made, mais peut-être avec une petite intervention de Chad Gable. Qu'est-ce qui s'est passé, Letty? Eh ben, écoute, ce qui s'est passé, c'est que le match était plutôt intéressant. Les tornado tags, je trouve que de temps en temps, ça rajoute un petit quelque chose dans le déroulement du match. Et effectivement, après, une bonne partie où les Mexicains avaient quand même un peu plus le dessus, on a Chad Gable qui s'est pointé aux abords du ring, qui, suite à un ref bump, a pu faire un petit peu ce qu'il voulait, et donc il a tout simplement pris le masque de Rey Mysterio et il l'a retourné à 180 degrés. Donc Mysterio Oh, le était coquin. aveugle. Donc il n'a pas vu ce qui se passait et donc il a perdu, effectivement, surtombé par les Creed Brothers. Ah, ça, Voilà. c'est pas sympa, le Chad Gable. Hein. Ça, c'est un vilain garçon, ça. Il lui a au moins pas retiré, c'est déjà ça. C'est vrai. Allez, on va dire. On va voir le côté positif. J'admire ton côté positif, Letty. Effectivement, il ne lui a pas retiré. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et puis, bah, donc, du coup, on repartit en coulisses, puisqu'il y aura une petite. Il y a toujours les histoires là au sein du jugement D. Ça se sent pas bien. Il y a un petit Baylor en fait on l'avait dit la fois dernière, il trouve plus sa place là. Il a du mal avec la montée en puissance, notamment de Liv Morgan. Et puis du coup, il se chamaille un peu. Alors, je vois qu'a priori, Arthur est venu aussi un peu le titiller encore plus. Bah, ils vont nous annoncer un match un peu plus tard, je crois, par équipe avec les champions Finn Balor et JD. Puis voilà, quoi, ça se chamaille toujours dans le jugement de deux. Je sais pas quoi, si tu as quelque chose à dire particulier, Letty, là-dessus. Non, rien de particulier. On continue sur ce dont on a déjà parlé la semaine dernière. R-Truth qui continue à se balader un petit peu d'équipe en équipe en pensant qu'il fait partie un petit peu de tout. Donc toujours on rajoute un petit peu le côté un petit peu marrant. Et puis ça m'a permis au moins à moi de me rappeler que qu'ils étaient champions, parce que je t'avoue que j'avais complètement zappé ça. Donc au moins ils ont rappelé qu'ils avaient un match de championnat, ce qui est toujours bien à rappeler. Bah ouais, et tu viens de me le rappeler parce que franchement, quand on a fait la review la fois dernière, j'ai failli te poser la question de dire qui est champion à Raw, puis après je me suis dit, ça se trouve, ils ont plus de ceinture, donc je vais faire le semblant et tout de rien. Et non, il y a des champions, et c'est Finn Balor et JD McDonough, qu'on C'est ça. retrouvera un peu plus tard dans la soirée. On en découvre tous les jours hein, à Monday Night Raw. Et un autre champion, voilà. On va continuer sur les champions, puisqu'on a un champion qui, a priori, a bien fait sa place, qui s'appelle Braun Breaker, champion intercontinental, et qui va affronter, non pas pour la ceinture, mais en match simple, Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser, dont on se souvient qu'il est intervenu dans un match entre Braun Breaker et Sheamus. Et cette fois-ci, bah, on lui rend l'appareil, puisque après 9 minutes de match, Ludwig Kaiser va gagner, puisqu'il se fait attaquer par Sheamus et causant une disqualification. Le post-match, il y aura encore un peu de bagarre, ça a aussi chauffé Braun Breaker. Je vais certainement gagner du temps, puisque voilà, on le dit, Adam Pearce arrive et il dit qu'il y aura un triple threat au Survivor Series entre Ludwig Kaiser, Braun Breaker et Sheamus. Bon, j'imagine que tu n'as pas grand-chose à dire sur le match Letty, mais du coup, est-ce que, en tout cas, cette rivalité triple threat pour le titre intercontinental, peut-être intercontinental, t'enchante? Alors m'enchante, j'irai pas jusque là, mais en tout cas c'est plutôt intéressant. Le match en lui-même, où il n'y a pas grand-chose à dire, c'était un match qui était plutôt bien fait. On attendait forcément l'intervention de Sheamus, puisque vu ce qui s'était passé dans le match précédent, il pouvait pas ne pas intervenir. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de transformer ça en triple threat qui sera en plus au pay-per-view, enfin au PLE, puisque c'est quand même rare que ces titres-là soient défendus dans les gros shows. Donc voilà, plutôt positif. Plutôt motif, moi, j'ai effectivement, moi, en plus, c'est trois gars qui sont plutôt sympathiques et qui sont typiques. Alors, Sheamus, c'est bien sûr un main eventer qui est en fin de carrière. Hein. Donc là, il est un peu là pour apporter un peu de lumière. Puis c'est aussi la seule ceinture qui lui manque, on le rappelle à chaque fois. Et les deux autres gars, par contre, c'est deux jeunes qui sont bien dans la division mid-card, en fait. Donc c'est bien qu'ils soient en intercontinental, qu'ils aient eu ton antenne.
et qu'ils aient une petite rivalité, ça leur fait du bien. On va avoir un petit segment Bloodline que je crois qu'il n'y a que celui-là de la soirée, ouais, il n'y a que celui-là. Donc je vais juste le regarder vite fait, mais il va surtout nous introduire le SmackDown d'après, puisqu'on va une discussion entre les membres de Raw de la Bloodline, donc c'est-à-dire Sami Zayn et Jey Uso. Il y avait aussi Jimmy qui était là, tiens, pour faire coucou. Et puis qui vont directement nous dire que la suite de leurs histoires se passera à SmackDown, puisqu'à SmackDown, on nous annonce à la fois un segment micro entre CM Punk et Roman Reigns, mais aussi un match entre Jey Uso et Jacob Fatu pour décider qui aura l'avantage dans Wargame, puisque vous savez, Wargame, on entre par alternance, donc du coup, il y a toujours une équipe qui est avantagée par rapport à l'autre. Letty, moi, quelque chose à dire, on va peut-être garder nos affaires de Bloodline pour SmackDown. Oui, parce que là, ça apportait pas grand-chose. Ça apportait pas grand-chose, je suis bien d'accord avec toi. Retournons du coup avec le Judgment Day, puisque du coup, le match dont on parlait tout à l'heure va avoir lieu. Finn Balor et JD McDonough vont aller défendre leur titre de champion face aux War Raiders et Rick Ivar. On se rappelle que Rick Ivar ont battu Carlito et Dominic Mysterio la semaine dernière. Et cette fois-ci, il y a Dominic et Carlito qui vont venir aider leurs copains. Avec notamment Dominic qui mettra un pied de McDonough sur une corde. Et puis, ça va permettre à Baylor et McDonough de prendre le dessus, puisque Baylor va faire tomber Ivar et McDonough va mettre un petit roll-up pour le compte de 3. Victoire en 9 minutes 55. On est toujours sur une moyenne de 10 minutes. Hein, c'est archi précis. Hein. Pour les champions, le Judgment Day. Et puis c'est tout. Je crois qu'il n'y aura pas grand-chose. Pour le Judgment Day, c'est terminé pour eux. Ils auront juste fait ce petit match-là. Letty, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire sur ce titre de champion? Pas forcément, le match était classique, du classique Judgment Day en fait. Ils ont été dominés une bonne partie. Et puis après la petite intervention qui fait qu'ils restent champions. Voilà, en espérant qu'ils se remettent un petit peu plus dans la scène tag team, puisque c'est vrai que là ils sont à 150 et quelques jours, je crois, de titre, et ça devait être leur première ou deuxième défense, donc voilà, c'est pas hyper passionnant en ce moment. Ah bah s'ils sont à 150 jours et qu'on se souvient pas qu'ils sont champions, c'est quand même bien triste pour le Judgment Day. Aïe 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 aïe. C'est un peu compliqué pour eux. Hein. On leur souhaite des jours meilleurs. On leur souhaite un jour meilleur, voire un jour nouveau, puisque le New Day arrive. Et oui, voilà, transition. Là là, que veux-tu? Et donc, un New Day qui est pareil, hein, qui est un bisbille en ce moment, que ça peut dur aussi pour eux. Puisqu'en plus, là, ils approchent de leur 10e anniversaire, puisque ça sera la semaine prochaine. Et du coup, ils chauffent un peu en disant, bon allez, on s'est un peu fighté, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, ils ont un match contre l'Alpha Academy, mais ils vont pas y arriver, hein, parce que l'équipe d'Otis et Akira Tozawa va les battre en 1 minute 05. Alors, comment se fait le finish? Oulala, c'est Woods qui prend un finish de Tozawa. Mais raconte-moi ça, Letty. Qu'est-ce qui s'est passé? Et mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu beaucoup de mal à s'entendre pendant tout le match. Ça a commencé dès le début où ils étaient pas d'accord sur qui allait commencer. Après, il y a eu 2-3 fois des tags qui se sont faits dans le dos. Et forcément, la tension montait entre les deux. Et à force de s'engueuler, ils ont pas vu ce qui se passait à côté. Et effectivement, Tozawa, alors comment il a fait, c'est une bonne question. En tout cas, il a réussi sa prise et il a réussi à prendre une victoire sur le New Day, ce qui est quand même assez exceptionnel pour lui. Et donc après le match, forcément, ils ont continué à s'engueuler. Et donc là, on est Ah oui, grosse engueulade, j'ai l'impression. Hein. Oui, on est rentré dans des trucs. Jusque-là, Kofi, il était un peu, oui, non, ça va aller. Enfin, il essayait de le calmer. Là, il est vraiment rentré dedans. Voilà, en lui disant que, voilà, mais qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'es jaloux parce que t'es le seul à jamais avoir eu une ceinture en solo, mais c'est peut-être parce que t'es pas aussi bon que nous. Enfin, c'était vraiment, c'était assez violent au niveau des paroles. Ils en sont pas venus aux mains. Bon, on verra ce que ça donnera la semaine prochaine. Mais ils ont préparé une célébration pour leurs 10 ans dans un contexte comme
ça, je pense que la semaine prochaine, on va avoir des surprises, bonnes ou pas. Ça, on verra ce qu'ils vont nous préparer, mais en tout cas, c'est tendu et moi, ça me donne vraiment envie d'être à la semaine prochaine et de voir ce qui va se passer. Bah, surtout qu'ils tournent autour du pot depuis longtemps, j'ai l'impression. Donc, Oui, c'est peut-être oui, le oui. moment d'y aller. Et effectivement, je vois un peu le compte rendu de nos amis de Catch News sur ce qui s'est dit entre eux. Et effectivement, là, les mots ont été très durs entre Woods, Kingston qui accuse Woods d'avoir jamais rien gagné et Woods qui accuse Kingston d'avoir perdu le titre en 6 secondes contre Lesnar comme une grosse merde. Effectivement, là, ça a pas mal envoyé des mots doux entre les deux et on sent il y a du mauvais sang là entre les deux frères. Et vivant le troisième frère, Biggie, qui revienne les aider un peu là, parce que là c'est un peu tristoun. Hein. À propos de famille, eh bien on a le Final Testament qui est avec leur copain le Miz. Ils cherchent les Wyatt Six. Pendant qu'ils cherchent, ils abandonnent la pauvre Scarlett qui a priori va se faire attaquer par Nikki Cross. Et puis voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur cette rivalité, Letty? Je ne sais pas. Non, pas particulièrement, à part que comme ce qu'on dit depuis quelques semaines, les heels ont toujours tendance à être un petit peu bêtes. Et donc forcément, ils s'attendaient. Nous on avait tous compris que s'ils partaient tous en la laissant toute seule, elle allait se faire attaquer, mais visiblement pas eux. Donc voilà, ils rentrent et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Enfin, voilà, moi comme je l'ai dit depuis quelques semaines, ils m'ont complètement perdu à ce niveau-là, donc je suis pas hyper passionnée. Pas grand-chose à dire de plus. Ouais, je crois qu'ils ont perdu le fil. Et puis, comme on le disait, hein, vu la qualité individuelle de chacun des participants, ça va être compliqué de le retrouver. Bon courage, les gars. Je crois qu'il doit y avoir tout l'ensemble des flops de la type catch-up de ces 5 dernières années là, qui sont réunis dans ces équipes là, avec notamment Karen Cross qui a dû en prendre 3 à lui tout seul. Donc c'est quand même quelque chose de bien. Amusez-vous, les gars. Hein. Allez, on va finir ce Raw sur une bonne note, puisqu'on va finir sur les filles, puisqu'on a le match. Je parlais tout à l'heure du match entre Jay et Jacob Fatu à SmackDown. On va avoir l'équivalent féminin, puisque Bianca Belair et Nia Jax vont s'affronter pour désigner qui aura l'avantage de Survivor Series. Il va avoir beaucoup d'actions. Des interventions, pas intervention, non, pas d'intervention, mais une intervention, puisque Bayley, a priori, va intervenir et aider Bianca à s'imposer pour, du coup, donner l'avantage à la Team Face. Et je ne sais pas si c'est dit tout de suite ou si, en tout cas, c'est sous-entendu, mais c'est bien Bayley qui va rejoindre la Team Face féminine au War Games. Et donc, du coup, toutes les filles sont contentes et font la fête. Hein, elles sont heureuses d'avoir pris l'avantage et d'avoir l'intégration de Bayley dans la team. Alors Bayley, quand même, mine de rien, je te lançais comme ça, Letty. Bayley qui, donc, grâce à la blessure de Jade Cargill, récupère une place dans le Wargame et a éliminé et Bayley et Cargill du tournoi d'un titre US féminin. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je te laisse parler, Letty. Oui, voilà. L'intérêt du match était surtout sur l'intervention, puisque on se doutait qu'il allait se passer un petit truc et que ce serait quelqu'un de pas encore officiel, puisque toutes les autres étaient bannies du ringside. Ah, d'accord. Voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'intervention. Bon, là, en l'occurrence, ça va marcher. Mais voilà, les officiels, en tout cas, n'étaient pas encore là. Enfin, n'avaient pas le droit d'être là. Effectivement, Bayley, qui, par sa petite intervention, du coup, aide l'équipe, aide Bianca à gagner. Et donc, par là même, comme tu l'as dit, récupère une place. Voilà. Après, se pose toujours la question de qui avait attaqué Jade Cargill. Bon, moi, j'ai tendance à être naïve, donc à penser que c'est l'équipe de Liv. Après, voilà, visiblement, je pense que tu dois pas penser à ça. Tu t'orientes peut-être plus vers Bianca, si je me trompe pas. Enfin, vers Bayley, pardon. Ah, c'est un beau lapsus parce que Bianca, ça aurait été une deuxième piste intéressante. Aussi, oui. Mais en fait, je pense que c'est Bianca, vu qu'elle a perdu le titre US, ça lui avantage pas trop. Donc du coup, j'aurais tendance à pencher pour Bayley. Mais bon, ça sera peut-être personne. Hein, mais souvent, il y a quand même. C'est rare que ce soit la première piste qui soit la bonne hein, sur une attaque.
souvent c'est le gars qui trouve en premier le corps, la personne l'a trouvé, mais Bayley et Naomi étaient bizarrement à côté de l'ambulance quand on l'a chargé. Je dis ça, je dis rien. Sachant que Naomi a aussi fortement poussé pour récupérer Bayley dans la team Wargame. Et qu'en plus, Naomi, je pense que ça sera du coup dans 2 semaines, elle sera aussi dans le tournoi pour le titre US féminin. Voilà, donc suivons bien ce tournoi. Il y a peut-être des choses qui vont se révéler là-dedans. Et autre chose qui va se révéler, bah, du coup, Letty, c'est ton mot de la fin, puisqu'on on est arrivé à la fin du Raw, et donc, avec la victoire de Bianca. Et donc, Letty, je vais te demander ton top, ton flop et ta note pour ce Monday Night Raw du 25 novembre. Oui, bah écoute, avant mon mot de la fin, je vais juste repréciser qu'il y a eu une petite annonce que tu n'as pas dû voir de Adam Pearce, qui annonce la création. Si, je l'ai vu, mais je l'ai pas dit. Ah, bah voilà, d'une ceinture du coup intercontinentale féminine. Donc avec un tournoi qui va démarrer prochainement. Est-ce qu'on a déjà les brackets? Est-ce qu'on a déjà le... Non, pas encore. Non, pas encore. On sait juste que ça va démarrer bientôt. Ok, effectivement, je l'avais zappé. L'équivalent de la ceinture féminine US, la ceinture féminine intercontinentale va démarrer. Ça va être sympa. Vivement ça. On verra ce que ça peut donner. Et puis sinon, donc pour cette émission, mon top, je vais le donner au trio Breaker, Kaiser, Sheamus, puisque j'ai bien aimé que ce soit le match, l'intervention et puis ce qui en a découlé. Le flop, alors c'est pas vraiment la blessure de Jade, c'est plus le traitement qui est fait autour. C'est-à-dire que, en fait, elle est pas là. Elle est blessée. Enfin, sur leur Twitter, la WWE, ils ont annoncé une liste de blessures. Elle a au moins 4 ou 5 trucs, des trucs sur le visage. Enfin, elle s'est cassé quelque chose. Enfin, bref. Donc, c'est quand même a priori assez grave. Ils en parlent pas plus que ça, à part de nous dire qu'elle est pas là. Ils parlent pas de ce que ça va donner pour Bianca, puisque elle va conserver les ceintures, puisque il parlait quand même de peut-être 6 mois d'absence. À un moment donné, elle va devoir peut-être la rendre, sa ceinture. Et en fait, elle est blessée, elle est plus là. Là, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, en fait. Les ceintures, le fait juste qu'elle soit blessée assez gravement, on s'en fout. Donc, je vais donner le flop au traitement qu'ils ont fait de cette info, qu'ils ont balancé que sur les réseaux, puisque, sauf si je me trompe, ils ont dit qu'elle était blessée, mais ils ont pas vraiment appuyé sur la gravité du truc. Donc voilà. Et puis ma note, je vais mettre un 3,25 parce que c'était une bonne émission. C'était quand même un go home show, donc bon, ils ont réussi quand même. Ils ont traité à peu près tous les matchs qui étaient prévus, qui sont prévus pour le PLE. Donc 3,25. Très bien. Eh bien, merci Letty pour ce euro. En t'écoutant, j'ai l'impression que c'est moi qui me fais plus de films sur l'histoire de Jade que l'ensemble de WWE. Donc on verra. Peut-être qu'on n'entendra plus parler effectivement pendant 6 mois. Ce serait dommage. C'est comme toujours intéressant ces petits segments d'énigmes et d'enquêtes et de mystères. Allez, on va passer sur un autre show. On va passer sur le show qui s'est déroulé le 22 novembre, mais qui était diffusé le 29 novembre. Et oui, c'était un show enregistré. Et qui était donc un SmackDown qui se déroulait comme le précédent du coup à Salt Lake City. Un SmackDown qui va commencer comme le Raw a terminé, donc avec les filles, puisque les deux teams vont aller se confronter directement. Alors si je dis pas de bêtises, c'est la team Face qui est dans le ring et la team Heel qui est aux abords du ring. Ça va avoir un petit segment micro où chacun va se lancer des fions à la tronche. Et en fait, je sais pas ce que tu repenseras, mais c'est que ça s'est plutôt finalement terminé autour de Rhea et Liv, puisque c'est un peu elles qui vont prendre le lead de leurs équipes. On est limite à dire Team Rhea, Team Liv. D'où finalement peut-être la petite bêtise de ne pas avoir fait ça en série classique plutôt qu'à Wargames, parce que ça semble plus s'y prêter. Alors que finalement, Rhea Ripley, c'est quasiment la dernière arrivée dans son équipe, hormis le remplacement de Jet par Bayley. Mais bon, ça a chauffé pas mal. On va juste faire un petit rappel de passif sur Bianca Belair et qui fait équipe avec Bayley et Io
alors que bon, ils lui ont pourri la vie au sein de Damage Control. Et donc voilà, les heals vont repartir un peu. Alors est-ce qu'elles se foutent dessus ou pas? Je sais plus si elles se foutent dessus. Oui, Elles se oui, foutent oui. dessus, mais les filles, oui, elles se foutent dessus, séparées par les officiels, et puis après elles repartent la queue entre les jambes au niveau des heals. Donc voilà, un petit segment d'intro à la classique, avec les deux équipes qui se font face à face, qui se chauffent, et au final, une des équipes a pris le dessus. On verra si c'est la même équipe qui gagnera. Suspense. Letty, qu'as-tu pensé de cette seconde ouverture? Bah, comme tu l'as dit, du grand classique, les deux équipes qui sont face, ça s'envoie des trucs dans la tronche, et puis forcément la petite bagarre à la fin, avec quand même la particularité, bon, qu'on voit quand même un peu de temps en temps, mais pas si souvent que ça. C'est les gentils quand même qui ont, pendant que les méchants se barraient, c'est quand même c'est Rhea qui a dit non mais maintenant c'est bon, j'en ai marre, on y va. Et donc c'est quand même les Faces qui ont attaqué les heals, ce qui est quand même plutôt pas habituel. Mais à part ça, voilà, du classique, la sécurité qui débarque, et puis voilà, pas grand Ouais, chose de alors, plus. il n'y a pas grand chose à dire, ouais, mais en même temps, quelque part, on paye un peu finalement cette construction qui était pas ouf, puisque depuis le début, on dit que cette opposition est bancale, et puis bah du coup, on se retrouve un peu comme ça avec les filles, avec des filles qui n'ont pas grand chose à se dire. Alors elles s'envoient toutes des histoires les unes aux autres, mais ça, ouais, comme toi, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou. Allez, on va voir ce que la suite sera un peu plus foufou, folle plutôt, puisque ça sera un match simple. Alors on est sur un show enregistré, donc comme d'hab, il y a beaucoup de catch, hein. Puisque là, on va avoir 10 minutes 34 de match entre Shinsuke Nakamura et Andrade, qu'on nous vend comme finalement la volonté d'Andrade de dire à Nakamura qu'il n'avait pas le droit à son match pour le titre US, puisque on se rappelle qu'Andrade était un challenger précédent. Bon, c'est venu un peu de nulle part, hein, ce truc, parce que je n'ai même pas souvenir qu'on les ait vus se chamailler en coulisses ou quoi que ce soit. C'est juste les commentateurs qui nous l'ont annoncé. Le match lui-même va être bien sans plus, hein. Il y a pas, vu qu'il n'y a pas trop d'histoire entre les deux, il n'y a pas grand-chose à raconter. Là, seul truc à raconter, c'est qu'à la fin du match, Nakamura, en se relevant, va arracher la protection du coin du ring, ce qui fait que Andrade va s'assommer tout seul en ratant Nakamura. Et ce dernier va en profiter pour lui balancer un Kinshasa dans les dents pour la victoire. Il ne pourra pas célébrer sa victoire longtemps, puisque LA Knight va essayer de l'attaquer comme un traître qu'il est, hein, ce LA Knight, hein, toujours aussi heal, mais il va le rater, hein, comme un butcher qu'il est, et se prendre un Black Mist dans les yeux en contre de Nakamura. Voilà, je vais juste sauter à la fin, Letty, pour finir totalement avec cette histoire US. On va avoir un segment quasiment à la fin du show où on aura LA Knight qui se fait soigner en coulisses, qui se comporte toujours comme un connard. Il envoie chier à peu près tout le monde. Il râle sur les médecins, il râle sur le pauvre Byron qui essaie de l'interviewer, et puis qui lui dit que malgré le fait qu'il soit quasi aveugle, hein, alors que bon, il pointe du doigt la caméra en la regardant les grands yeux ouverts, mais il se dit aveugle. Et ben il sera quand même là au match du lendemain, puisqu'on se rappelle que le Survivor Series aura lieu le lendemain de ce Friday Night SmackDown. Et bien voilà, Letty, que dire de. Est-ce que tu étais enjoué par cette confrontation, et est-ce que tu penses que LA Knight verra clair pendant le match du lendemain? Alors, enjoué par cette confrontation, bon, pas plus que ça. Bon, Nakamura, ça a jamais été une personne que j'ai trop appréciée, donc bon, son retour, voilà, il est là, mais ça me passionne pas plus que ça. Le match en lui-même était pas si mal. Après, moi, j'attendais forcément LA Knight, parce que vu ce qui s'était passé, c'était évident qu'il allait débarquer. Étonnamment, il a laissé le match se terminer avant de venir. Bon, pourquoi pas. La victoire de Nakamura, c'était un peu logique, puisqu'il vient de revenir, il s'en prend directement au champion. Ce serait quand même étrange qu'il nous fasse un retour à la Vinci en perdant directement son premier match. Donc, victoire logique. Et puis, LA Knight, voilà, bon, qui vient, qui attaque, c'était plus ou moins attendu d'avance. Et puis, bon, il se prend le Black Mist.
il en fait des caisses et des caisses sur le coup. Et puis c'est surtout que voilà, à la fin, quand justement pendant sa petite promo vidéo là à l'infirmerie où il nous explique que voilà, même s'il a les yeux pleins de sang, enfin gorgés de sang, machin, il viendra. Et là, on voit très bien que voilà, ses yeux vont très bien, qu'il en fait des caisses. Enfin, les filles, elles ont bouffé du green mist pendant des mois et des mois, et voilà, elles en faisaient pas des caisses comme ça. Donc, écoute, on verra ce que ce que ça donne, mais voilà, je trouve qu'il fait beaucoup de trucs pour pas grand-chose, LA Knight. Bah, ça résume bien sa carrière, je suis d'accord. Beaucoup de trucs pour pas grand-chose. Allez, on va passer à la suite. La suite, qu'est-ce que c'est la suite déjà? Mais du coup, quand j'ai raccéléré, je me suis perdu dans le déroulé. Oui, on a un petit engueulade entre Ciampa et Gargano, avec un Ciampa qui engueule bien Gargano, en lui disant que bah à un moment, il faudra choisir entre les copains ou la carrière. Et puis tant qu'on ne sera pas décidé sur ce sujet, tant que Gargano ne sera pas capable de prendre une décision lui-même, et ben dans ces cas-là, il devra suivre Ciampa et que ce sera le his way, le way de Ciampa. Alors je sais pas si c'est un jeu de mots avec l'ancien clan de Gargano, mais en tout cas, Ciampa continue à prendre le dessus et Gargano toujours dans l'indécision. Bon, rien de plus. On n'aura rien de plus ce soir-là sur cette rivalité. Je sais pas si on en a déjà pas mal parlé la semaine dernière. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Letty, sur Ciampa Gargano. Non, bah après ça rajoute un petit peu, voilà, enfin, leur histoire et de voir est-ce qu'ils vont rester ensemble ou pas. Et puis il me semble qu'il lui a donné une semaine, donc ce qui paraît bizarre, c'est qu'il lui a dit je te laisse une semaine pour régler ça, sinon on fera à ma façon. Et en fait, on les voit plus du tout pendant le show. Moi, je m'attendais à ce qu'il se passe un truc un peu plus tard, en fait, avec Gargano et les champions. Mais bon, visiblement, ils vont faire ça ailleurs, ou peut-être la semaine prochaine, j'en sais rien. Donc voilà, à part ça, pas grand-chose de neuf du coup dans cette histoire. Hein. Yes, oui, bah oui, ça sera pour la semaine prochaine, je pense. Rendez-vous pour la semaine prochaine. Bon, on va avoir un petit segment vidéo pour nous introduire le match suivant, puisqu'on va avoir Kevin Owens qui va nous laisser son petit segment vidéo habituel, dans lequel en fait il va accuser Cody Rhodes de l'avoir laissé se démerder tout seul là. En gros, si je résume, c'est-à-dire que en fait notre ami Kevin Owens se battait tout seul contre la Bloodline avant que Cody arrive. Quand Cody est arrivé, il l'a quand même laissé se démerder tout seul, notamment au Royal Rumble où le pauvre Kevin Owens s'est fait défoncer par l'ensemble de la Bloodline, tandis que Cody Rhodes était dans le building, puisque lui, il allait gagner le Rumble cette année-là, de mémoire. Ouais. Et donc voilà, donc Kevin Owens qui en veut beaucoup à Cody Rhodes. On revient tout de suite en direct avec Cody Rhodes qui a un match contre Carmelo Hayes. Carmelo qui va pas mal parler au micro sur la rampe d'accès en accusant une nouvelle fois Cody d'être un mauvais ami. Voilà, je pense que à ce niveau-là, tout le monde l'a constaté, que c'est vraiment un mauvais ami, Cody Rhodes. Et du coup, ça va pas changer grand-chose à la suite du match, d'ailleurs. C'est toujours un peu bizarre, puisque on aura Cody Rhodes qui va être très sérieux et puis qui va battre Carmelo Hayes en 11 minutes 16 à l'issue d'un enchaînement Cody Cutter et Crossroads. Et ça sera tout pour Cody Rhodes ce soir, je crois. On nous a juste annoncé, et ça je crois que ça a été officialisé à ce moment-là, que le match Kevin Owens-Cody Rhodes aura bien lieu, non pas au Survivor Series, mais à Saturday Night Main Event, qui est 15 jours plus tard. Bon, voilà. Un coup pour rien, Letty, ou est-ce que tu as vu quelque chose évoluer dans cette histoire? Alors évoluer, pas forcément, mais je trouve que enfin la petite promo de Kevin était pas mal. La petite réécriture de l'histoire par la suite pour ajouter les non-interventions de Cody, parce qu'effectivement, il a laissé un petit peu tout seul alors qu'ils étaient censés être amis depuis longtemps, visiblement. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, et puis il arrive petit à petit à nous faire comprendre que c'est peut-être pas lui le méchant finalement dans l'histoire. Donc j'ai trouvé cet angle assez intéressant, en se faisant passer un peu pour, je vais pas dire la victime, mais pour oui la personne
qui s'est fait trahir et pas la personne qui a trahi. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Le match en lui-même, je l'ai trouvé un petit peu long, bizarrement, alors qu'en général les matchs de Cody sont intéressants, mais là je sais pas pourquoi, j'avais un petit truc ça me semblait un peu long. Bon, victoire de Cody Rhodes, forcément, il allait pas perdre contre Carmelo, sachant que lui il s'est juste rajouté dans l'histoire comme ça dernièrement, juste parce qu'il se baladait dans le vestiaire. Donc voilà, le match était plutôt intéressant, mais je l'ai trouvé long. Bah oui, bah, comme je disais, hein, tous les matchs de toute façon seront assez longs ce soir. Bon, bah voilà, hein, c'est ça quand c'est enregistré. Généralement, comme il y a beaucoup enfin comme c'est enregistré, du coup, ils en profitent pour cacher des éléments scénaristiques et ne pas trop les faire. Donc du coup, bah, on se retrouve avec du catch à la place. Bon, bah c'est pas grave, hein. On prend. Quelle est la suite du coup de ce SmackDown? Eh ben, un segment en vidéo, un de plus, hein, voilà. C'est ça hein, quand c'est enregistré, c'est que du coup on a des packages vidéo et on a des matchs. Et dans le segment vidéo, cette fois-ci, on a un segment un peu cinématographique, hein, comme on dit, en mode mafia, là, le fameux segment mafia de Roman Reigns, où il va dans un espèce de, je sais pas si c'est un bar, un cabaret ou je sais pas quoi, enfin en tout cas, ça soit une table. Et il y a Paul Heyman, et puis ils attendent CM Punk, et puis ils en ont marre, et puis Roman Reigns a marre d'attendre, et puis CM Punk il arrive, et puis ils se font des phrases comme ça, en disant, oh, moi, tu sais, je veux pas me battre avec toi. Ah si, mais moi, je veux pas me battre avec toi non plus. Ah, et puis c'est Paul Heyman pour qui je veux me battre. Ah oui, oui, parce que voilà, Punk veut pas se battre pour Roman Reigns, lui, c'est le seul qui n'est pas lié à la Bloodline, lui, son seul lien, c'est avec Paul Heyman. Et puis du coup, Punk il fait, oh, et puis Paul Heyman, enfin, voilà, je suis prêt à me battre pour lui. Et puis à la fin, je fais pas ça gratuitement, on devra quelque chose. Et puis Roman Reigns il fait, bah je te dois quoi? Et CM Punk il fait, bah tu me dois rien. C'est Paul Heyman qui me devra quelque chose. Et boum, terminé. Martin Scorsese se retourne dans sa tombe alors qu'il est encore vivant. C'était pouf. Alors certains ont vu là un segment qui éclate et qui mérite des Oscars. Moi, j'y ai vu rien, un kiff fait par les réalisateurs en mode parodie de mafia, mais même pas drôle. Donc du coup, voilà. Je veux pas dire plus sur ce segment qui se termine avec un Reigns qui regarde Paul Heyman en disant mais qu'est-ce que tu lui as promis, Paul Heyman? Et Paul Heyman qui fait voilà, on ne saura jamais. On ne le saura jamais. Et quelque part, je veux pas le savoir. Letty, je sens que tu es un peu plus tolérante que moi sur le sujet, donc je te laisse parler. Après, je suis un peu entre les deux cas que tu as décrits. C'était un segment que moi j'ai trouvé très intéressant. Le côté vidéo comme ça, moi ça me dérange pas plus que ça, puisqu'on a l'habitude avec Roman Reigns depuis quand même maintenant quelques mois, quelques années. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, c'était bien fait, c'était bien filmé. Et puis ça permet de rajouter un petit peu de tension aussi dans l'histoire, puisque CM Punk effectivement il est revenu la semaine dernière, mais on n'avait pas trop pas plus d'infos que ça. Il est revenu, mais pourquoi est-ce que c'était vraiment parce qu'il avait envie? Est-ce que justement il devait quelque chose? Il s'est senti obligé par rapport à Paul Heyman ou quoi que ce soit. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Le côté je te dois rien, voilà, je suis là pour Paul et pas pour toi. Ça rajoute aussi un peu de tension, de se dire comment est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre en équipe, puisqu'on a bien compris qu'ils s'entendent pas, puisque je sais plus lequel des deux a dit que voilà, une fois que tout ça se sera terminé, on peut reprendre la conversation juste en un contre un. Derrière, il y aura pas de problème. Donc, il parlait plutôt de s'affronter plutôt que d'affronter l'ennemi ensemble. Donc, ouais, j'ai trouvé que ça rajoutait un petit quelque chose. Et puis, ces petits échanges à la fin entre Roman et Paul Heyman, justement, il lui dit mais qu'est-ce que tu lui dois, qu'est-ce qu'il t'a demandé, et Paul Heyman qui a l'air tout gêné, qui non mais on va déjà s'occuper du War Games et on verra ça plus tard. Un petit peu comme s'il avait pas envie de lui dire parce qu'il avait promis à Punk. Donc
Donc ouais, j'irai pas jusqu'à dire que ça vaut un Oscar, mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé cette partie-là. Eh bien, pas moi. Voilà, c'est dit. Non, j'ai beaucoup de mal quand la WWE se met à péter plus haut que son cul. Voilà, qui se concentre plus à mieux filmer les matchs plutôt que nous faire ces segments Oui, pourris là. ça c'est pas faux. Allez, revenons sur le concret. Puisque on a la suite, voilà, quelque chose de plus intéressant que ces segments vidéo, puisqu'on a la suite du tournoi US avec Piper Niven qui est là pour son match contre Lash Legend, voilà, la remplaçante de Jet Cargill. Et je t'avouerai que quand je l'ai vu entrer, j'ai dit ah bah tiens, elle, ça serait une bonne personne qui aura attaqué Jet Carglass, puisque bah, mine de rien, il y a une rivalité ensemble sur le truc tag team. En plus, c'est une jeune fille qui monte, etc. Bien physique et tout, ça sera intéressant de la voir. Et la dernière opposante, c'est Michin. Pof, 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 pof. Mon scénario s'est foiré, puisque à l'issue de 10 minutes 17 de match, Chelsea Green va vouloir attaquer Michin, se faire sortir par Bifab comme elle peut, parce que Bifab même une attaque, elle ne le sait pas la faire. Et au final, on a notre ami, comment elle s'appelle, Lash Legend qui arrive à faire son finish sur Piper, mais qui se prend une Swanton de Michin, alors que je pense qu'il était botché. Voilà, on parle de ce qui est bien filmé. J'ai l'impression que Michin atterrit 4 km derrière Lash Legend et qu'on l'a bien vu, mais qui va quand même faire son pin sur Piper Niven pour la qualification. Qualification de machin, là, Michin, pour la suite du tournoi. Une qualifiée qui n'est pas franchement à la hauteur des précédentes. On avait déjà Bailey et Chelsea Green. Là, on descend un peu avec Michin, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu en penses, Letty? Oui, c'était pas hyper passionnant. Après, moi j'aurais plutôt vu Piper passer au tour suivant. Avec justement, ça aurait peut-être donné un petit quelque chose, étant donné que Chelsea était aussi enfin avait passé le tour suivant aussi. Mais bon, pourquoi pas. Bon, Lash Legend, je pense qu'il, voilà, comme elle est arrivée en remplacement de Jade Cargill, ils ont pas dû rechanger un petit peu ce qu'ils avaient envisagé, donc voilà. Mais bon, je suis un peu perplexe en fait. Je voyais pas du tout Michin passer, même si voilà, en général, c'est pas forcément comment dire. Il y a certains matchs, voilà, où ça me dérange pas trop, voilà, mais plutôt des matchs à stipulation, des trucs comme ça dans un tournoi classique avec une ceinture à la clé. Je vois pas trop la plus-value en fait de Michin. J'ai un peu de mal à envisager ce que ça pourra donner la suite de tout ça. Eh bien, oui, là pour le coup, avec Michin, on a vraiment l'impression que c'est une fille qui est là pour faire nombre, hein. Donc, dans ce tournoi-là, parce que on a quelqu'un qui n'a raconte absolument rien. Donc, j'espère pour elle qu'elle n'ira pas trop loin dans le tournoi et qu'elle se fera botter les fesses dès le prochain round. Et ben, on va arriver tranquillement vers le main event. Main event qui est, comme je l'avais annoncé, un match entre n'importe quoi, Jey Uso et Jacob Fatu. Avant le match, on rappelle, Nick Aldis va rappeler aux membres de la New Bloodline qu'ils ne peuvent pas intervenir, et à Sami Zayn et Jimmy Uso, puisque bah, Roman et CM Punk étaient partis tourner un film, qu'ils ne peuvent pas intervenir non plus. On aura donc un contre un propre entre les deux, qui va durer 13 minutes 50, un vrai main event, avec main event Jey Uso, c'est logique. Avec énormément de comptes de deux, hein, on a vraiment deux catcheurs qui sont bien mis en valeur. Mais à la fin, on va se retrouver avec un Samoan Drop sur la table des commentateurs de la part de Jacob Fatu, qui va ensuite ramener Jey Uso sur le ring pour le finir avec son moonsault. Et donc, on a une victoire de Jacob Fatu clean sur Jey Uso et un avantage qui est donné à la New Bloodline, qui viendra féliciter son Jacob Fatu. En même temps, c'est logique puisque Jacob il passe son temps à dire I love you solo, I love you solo. Voilà, il est très très amoureux de son chef. Et puis voilà, on a un sacré contraste entre l'équipe New Bloodline qui toute rassemblée et qui fête la victoire, et un Jey Uso qui est laissé tout seul dans le ring.
puisque même Sami, Ni et Jimmy vont venir le rejoindre pour le soutenir. Voilà, cette fin de SmackDown, on a vraiment deux équipes qui semblent pas du tout au même niveau d'union. Qu'est-ce que tu en penses, Letty, sur ce Wargame masculin? Le match était vraiment intéressant. Le fait qu'il n'y ait pas d'intervention, justement, qu'il n'y ait pas les autres en ringside, tout ça, justement, ça a donné un côté un peu plus clean, effectivement. On a pu voir un peu ce que ça donnait, puisque Jacob Fatu, on le voit quand même rarement catcher. Il est souvent là pour les interventions, tout ça, mais voilà, on doit le voir une fois par mois à peu près en match, donc c'était plutôt pas mal. Une victoire clean, donc voilà, il n'y a pas d'histoire de ils nous ont volé l'avantage ou quoi que ce soit, donc c'est pas mal. Et puis oui, de toute façon, les deux équipes, on voit bien que qui sont en adoration largement devant Solo. Ça en était presque gênant à un moment donné dans le match quand Fatou nous sortait toutes les 5 secondes I love you Solo, on avait juste envie de dire mais juste tais-toi, bats-toi. Moi ça m'a perturbé en fait. Ah il l'aime beaucoup, hein. Ah il aime, oui, ça c'est sûr. Mais bon, le match en lui-même était bien, et puis voilà, on verra ce que ça donnera au Wargames, mais en tout cas c'est un des matchs, le match que j'attends le plus pour ce PLE. Ouais. Et est-ce que tu n'as pas été étonné que ce soit Jey Uso qui représente l'ancienne Bloodline finalement? Alors les autres n'étaient pas là, hein. Mais c'est vrai que là où tu peux dire que Solo a envoyé son numéro 2 avec Jacob Fatu, pourquoi c'est Jey qui représente l'ancienne Bloodline? Je pense pas que ça ait été évoqué, hormis le fait que il y avait un peu que lui, hein, qui était là, donc peut-être par défaut, mais je sais pas, c'est bizarre. Non, le titre n'a pas perturbé. Jusque-là, j'avais pas pensé plus que ça, parce que ça me semblait un peu logique, puisque bon, si on exclut CM Punk, je veux dire, dans l'histoire, c'est celui qui, en ce moment, à part Roman, a le plus de popularité. Donc ça me semblait pas plus bizarre que ça. C'est vrai que maintenant que tu le dis, effectivement, il est estampillé héros, lui, en plus. Donc pourquoi est-ce que c'était pas Jimmy, par exemple? Effectivement, bonne question. Je sais pas. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. En termes de booking, c'était le choix logique, puisque une fois que tu avais éliminé Roman Reigns et CM Punk, c'est notre ami Jay qui est le plus haut dans la carte en ce moment. Mais par contre, je sais pas, ça aurait pas été plus mal qu'il y ait un petit segment coulisses où une guerre d'ego entre CM Punk et Roman, et ça serait Jay qui serait passé devant en disant non mais je prends le lead moi. Et justement, ça serait en plus une bonne idée, je trouve. Ça aurait été pas mal par rapport au fait qu'on explique qu'il n'y a plus de chef dans la Bloodline et que maintenant les Usos sont au même niveau que Roman. Ça aurait été pas mal que Jay prenne les devants à ce niveau-là, les initiatives. Bon, après, il a perdu, mais bon. Je trouve qu'il y a un petit laisser-aller dans l'écriture, là. Il n'y a pas eu grand-chose, hein. Il n'y a pas eu grand-chose, et puis il n'y aura pas plus, puisque nous sommes arrivés à la fin de ce Friday Night SmackDown. Et donc, Letty, une nouvelle fois, je vais te demander ton mot de la fin, ton top, ton flop et ta note pour ce SmackDown. Eh bien, écoute, mon top, je vais le donner au main event. Donc pour toutes les raisons que j'ai données juste avant. Le flop, ça va aller à la victoire de Michin, puisque voilà, je pense qu'elle n'a pas forcément le niveau pour passer à l'étape supérieure du tournoi. Et ma note, je vais aller sur un 3,25. Comme Moro, allez, 3,5, soyons fous. 3,5. Puisque, voilà, on parle de Go Home Show quand même, et donc là, je pense qu'ils nous ont bien... Ils ont bien évoqué tous les matchs qui étaient reliés de près ou de loin à SmackDown. Donc, le job est fait. Donc, 3,5. 3,5. Eh bien, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur ce SmackDown? Sur le top, alors je vais essayer de regarder la carte pour me souvenir ce qui était bien. Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Je vais le donner au main event, en disant que Jacob Fatu et Jey Uso, ils ont montré que c'était deux gars qui pouvaient faire du catch solo. Donc je vais leur donner le top. Le flop, je vais le donner au segment vidéo, hein, qui pour moi n'apporte pas grand-chose.
je sais même pas comment le classer. Voilà, c'est du kitsch en fait, c'est naze. Et c'était tellement naze que du coup j'ai dû vous le résumer de tête parce que j'avais aucune note hormis c'était nul. Mais bon, voilà. Et ma note, si on se positionne d'un point de vue purement factuel, l'ensemble des matchs concernant des gens de SmackDown, de Wargame ont bien été rappelés dans ce Go Home Show. Néanmoins, je trouve que l'histoire entre Andrade et Nakamura et Andrade, lapsus, entre LA Knight et Nakamura est très bâclée. En tout cas, elle va super vite. C'est à chaque fois 10 secondes après chaque match. Il n'y a vraiment pas grand-chose entre les deux. Hein. C'est des petits bouts de par-ci par-là. Les filles, on en a parlé. C'est pas, ça tient pas debout. Hein, ce qu'elles nous racontent, c'est pas cohérent. Et les gars, on avait quand même Roman et CM Punk qui a décidé de pas venir pour faire un segment vidéo. Alors ils sont venus puisqu'ils étaient la semaine d'avant à SmackDown, je crois. Et vu que c'est un double épisode enregistré en même temps, mais ils ont dû se barrer tôt. Ils ont dû rentrer tôt, ils avaient un avion, sont passés jusqu'à la fin. Ce qui est toujours tristoun à voir. Et donc ma note, je vais m'arrêter sur un 3. Voilà, un petit 3 pour ce SmackDown qui a fait le taf sans être totalement vraiment intéressant. Et bien voilà, nous arrivons au bout de cette review double Raw SmackDown. Il ne me reste plus que à vous remercier tous de nous avoir écoutés, à vous engager à venir écouter notre podcast sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Venir discuter avec nous sur Discord, dont vous aurez le lien en description. Et puis n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Si vous nous y trouvez, c'est qu'on est là-bas. Que dire de plus? N'oubliez pas aussi que sur le Discord, vous pouvez participer au concours de pronos. Spoiler pour Survivor Series, c'est trop tard. Mais par contre, ça sera bon pour le prochain. Vous pouvez vous inscrire, même si vous n'avez pas commencé l'année, vous êtes tout à fait en droit de vous inscrire en cours d'année. Et quoi d'autre? Et puis, on se retrouvera pour d'autres reviews, notamment celle de Wargames Survivor Series. Je dis même plus Survivor Series parce qu'il n'y a même plus de match Survivor Series dedans, qui va arriver dans les prochains jours. Letty, je te remercie de m'avoir accompagné pour cette review. Eh ben, merci à toi pour cette invitation. Eh ben oui, voilà, hein, plus on est de fous, plus on rit. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne semaine, pleine de catch. Salut! Salut à tous! Bon, Letty, cette fois-ci, c'est bon, j'ai pas oublié de ceinture. Il n'y a pas la ceinture, je sais pas moi, des cueilleurs de fraises ou je sais pas quoi qui reste.